Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve pour le brief du lundi 7 septembre 2020. Comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires. Et aussi à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, bien entendu, du mouvement qui est en train de se faire. On va parler aussi des spreads. On va parler très brièvement de ce qui s'est passé vendredi sur les autres secteurs. Je le répète, aujourd'hui c'est un jour férié, donc il n'y aura pas de cotation. Et on va parler aussi un petit peu des options sur le Bitcoin. On va parler, pour terminer un petit peu, on parlera un petit peu des altcoins, donc Ether, XRP, Litecoin et Link. Alors pour le Bitcoin, on avait vu ensemble les diffs se dessiner, donc une dynamique interne qui devenait inquiétante pour les bulls, donc une dynamique interne dans les mains des bears. On voyait aussi la dynamique changer. Rappelez-vous, depuis que ce M a pris forme, nous ne sommes plus dans une dynamique haussière, mais on est bien dans une dynamique baissière dans ce marché, dans ce mouvement tendanciel ici. Donc maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est est-ce que les bulls vont réussir à maintenir en vie le premier arrêt pour maintenir ce mouvement qui est un mouvement tendanciel. Donc si on voit par exemple du W se dessiner comme ça, on se dira ok, les bulls maintiennent bien ce premier arrêt, on est bien dans un mouvement tendanciel et on pourra s'attendre à aller chercher de nouveaux sommets ensuite. A contrario, si ce premier arrêt cède, vous connaissez la leçon, nous ne sommes pas dans un mouvement tendanciel, mais nous sommes dans un mouvement de range. Donc très probablement que la zone de rechargement sera la prochaine zone à aller traiter. On avait vu un petit peu aussi, il me semble de mémoire, je vais vous réafficher un petit peu le volume profile. Mais on a laissé quelques creux dans la value. Ici on le voit très brièvement, un petit creux ici, un deuxième creux ici, ce gros creux ici, on est en train de passer à travers complètement. Donc il y a des raisons, le marché pourrait revenir faire du business dans ces zones sans trop de problèmes. Je sais que ça peut faire bas, mais encore une fois c'est pas moi qui fais le marché. Je vous montre, enfin je vous dis juste ce que je vois, et pour moi ça me paraîtrait pas aberrant de revenir faire du business dans les zones qu'on a vues précédemment. À noter aussi, rappelez-vous, donc je vais retirer tous les schémas, mais à noter qu'on est toujours sur un V-bottom ici. Rappelez-vous, les V-bottom sont très souvent amenés à être retestés. Donc ça serait pas aberrant de revenir tester ce V, tout simplement. Donc revenir chercher ces niveaux de prix aussi, ici on en avait parlé. On avait aussi parlé d'une potentielle contraction du cours, sous forme justement d'un triangle comme ceci qui pourrait se former. Donc on serait un petit peu dans un range très volatile. Donc actuellement on est bien dans un range ici si on prend le point A et le point B. Je parle pas de ce mouvement tendanciel actuel, je parle du range ici qui est bien posé entre 3100 ici et 14 100 $. Donc sur les contrats futurs, mais sur le spot c'était 13 800 il me semble. Enfin bref, on pourrait totalement être dans une contraction justement, et donc dans un range assez volatile. Rappelez-vous, on est bien venu chercher ici le bas du range, enfin ici on a créé notre range justement, W weekly, M weekly, on est revenu chercher le bas du range, on est venu chercher le haut du range, on pourrait totalement revenir chercher la fenêtre du bas du range ici, ça serait pas aberrant. D'ailleurs, ce qui viendrait retester ce V weekly, voilà, ce V bottom, pour essayer de le transformer en W, mais en tout cas revenir tester ce V bottom, ok. Donc voilà, ça serait pas aberrant de se dire qu'on est dans une contraction, mais qu'on est encore assez volatile ici en forme de triangle, et qu'on pourrait s'attendre encore à de la contraction pour les prochains mois avant une résolution baissière ou haussière pour la suite, ok. Donc voilà, c'est pour ça que je vais laisser afficher très brièvement, je vais réduire un petit peu comme ceci pour qu'on voit très brièvement, mais on peut se dire que potentiellement on est dans ce triangle qui est en train de se former et que ce serait pas aberrant pour check out, secouer un petit peu tout le monde. Tout comme ici, quand on est venu chercher ici, personne s'attendait à avoir un marché retourné ici, bien entendu. On peut se dire la même chose, le marché peut revenir finalement rechercher la borne du range, aussi simple que ça, la borne basse, et construire ce triangle de compression, ok. Quoi qu'il en soit, maintenant ce qu'on attendra et ce qu'on surveillera, c'est ce premier arrêt ici sur les 9004 sur le spot. Il me semble que c'est 9100, 9200, mais la résolution de ce niveau sera très important pour la suite. Je le répète, pour les investisseurs, possibilité, ceux qui font du dollar cost average, de faire un petit peu de dollar cost average sur ce premier arrêt. Mais idéalement, on préfère privilégier, je vais y arriver, le dollar cost average dans la zone de rechargement. Ok, et dans cette zone de rechargement, d'ailleurs, en zone de rechargement, dans une zone de rechargement, excellente raison de localisation. En tout cas, excellente localisation de prix pour faire du dollar cost average et se créer une moyenne assez basse sur le futur. Ok, donc voilà, je pense que pour le Bitcoin en daily c'est bon, j'ai traité un petit peu tout ce que je voulais traiter. On va passer maintenant en 4 heures un petit peu. Donc on avait identifié cette zone de rechargement, ça trouve un petit peu acheteur, ça rejette. On avait aussi parlé de ces creux dans la value, rappelez-vous, et on s'était dit
vu ces creux, ça peut aller très vite, ça peut accélérer, et c'est chose qu'on a vu, hein, parce qu'ici il n'y avait aucune structure de prix, c'est parti très vite, et on a dit que ça peut faire la réciproque de ce mouvement, hein. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. C'est pas étonnant parce qu'on a vu peu de business avait été traité ici, et ici on revient traiter un petit peu de business dans ces zones, le marché demande à revenir faire du business, il y revient tout simplement, et on voit que le creux peut s'étendre, hein, jusqu'ici, ok. Donc voilà, faudrait pas être étonné de voir Bitcoin dégueuler un petit peu jusqu'à cette grosse zone où il y a eu beaucoup de business qui ont été traités, et là où les prix devraient rejeter assez violemment. Dans un premier temps, consolider, hein, avant de potentiellement poursuivre la baisse, justement, rappelez-vous, si notre premier arrêt cède, ok. Parce que je le répète, hein, depuis qu'on est dans une dynamique baissière, on change de dynamique, on n'est plus dans une dynamique haussière, donc les rebonds sont tout simplement des opportunités pour vendre. C'est aussi simple que ça, ok. Donc tout simplement, tant qu'on verra cette dynamique baissière, et tant qu'on n'inversera pas cette dynamique, hein, tant qu'on ne reverra pas du W, on se dira tout simplement que le but de ce marché, c'est d'aller plus bas jusqu'à ce qu'il nous montre le contraire, ok. Donc voilà, donc je pense que j'ai rien à dire en 4 heures, on peut checker le momentum. On avait parlé de cette contraction, rappelez-vous, qui a été gagnée par les vendeurs, là on le voit clairement, en contraction bien gagnée par les vendeurs, donc je peux supprimer tout ça. On s'attendait à cette contraction, il y a eu résolution, les vendeurs ont gagné, donc gros mouvement baissier. Maintenant en 4 heures, est-ce qu'on a une div qui se dessine ou quelque chose? C'est très bref, on va aller checker un petit peu en 1 heure, voir si de la div se dessine dans la zone de rechargement. On va checker ça. Ok, juste ici, toute petite div, mais bon, c'est pas très convaincant, j'ai envie de dire, mais on a quand même un momentum qui faiblit côté vendeur pour le moment. D'ailleurs, je suis même en train de voir avec vous actuellement une nouvelle contraction se mettre en place, une petite contraction ici qui est en train de se mettre en place, donc on s'attendra à un mouvement. Est-ce que ce sera un mouvement de respiration? Alors si jamais on voit du W comme ça, on se dira ok, on peut respirer, et on pourrait totalement revenir chercher le premier arrêt du mouvement. Donc là je vais tracer notre fibre, donc ça je vais pouvoir supprimer, on s'en fiche un petit peu, on avait identifié ces zones ici de rejet, hop comme ceci, je vais supprimer ça, et on va checker le premier arrêt. En cas de rebond, revenir chercher le premier arrêt, ça serait pas aberrant, ok. Donc ici ça serait les 10 800 $ par exemple, donc ça serait un rebond classique. Maintenant si on continue la baisse, hein, et qu'on part par exemple sur des mouvements de continuation, on peut s'attendre à du mouvement comme ceci, typique ici par exemple du AB égale CD comme ceci. On va checker ça très rapidement, jusqu'où ça pourrait nous emmener, un petit peu plus bas, jusqu'au 9005, ou comme on l'a vu, hein, notre précédente zone de business qui est énorme ici, on le voit, jusqu'au 9100, 9200, qui plus est le premier arrêt sur le spot, ok. Mais pour le moment, je vois pas de signe de retournement qui m'invite à penser que ce mouvement baissier est fini pour le moment, ok. Donc voilà, je vois pas de signe de retournement pour le moment. Si ce marché veut continuer de purger un petit peu, de dégueuler un petit peu, il le fera, hein, aussi simple que ça. Donc pour ceux qui cherchent, ici on a la raison de localisation qui est la zone de rechargement. Donc ici pour les traders de rallye contre tendance qui voudraient justement trader un mouvement contre tendance, donc une respiration du cours par exemple, ici avec un retracement de moitié, il n'y a pas encore les conditions. On a juste la première raison qui est la localisation, la zone de rechargement, le momentum. Pour moi ici, cette divergence est en train de se faire avaler. Bon, on verra comment le cours se comporte, hein, mais cette div pour moi était avalée, hein, puisque derrière il y a eu divergence baissière, donc non, il n'y a pas de confirmation momentum ici. On est sur un momentum qui est encore très faible côté bulls, donc non, il n'y a qu'une raison sur 3. Impossible d'acheter ce marché ou de tenter des trades de rallye contre tendance, hein, tout simplement, les raisons ne sont pas présente, et pour le moment on est sur un momentum qui continue d'être bear, donc si le marché veut aller plus bas, il ira plus bas. Ce qu'on voit au niveau de l'order flow, c'est que sur ce mouvement baissier, personnellement je trouve pas qu'il y a eu du FOMO short, hein. L'open interest a bien dégonflé, les acheteurs ont clôturé leur position, ils se sont fait liquider, on voit ici les liquidations. Par contre là ça commence à s'exciter un petit peu, très récemment sur ce mouvement baissier, ça commence à s'exciter. Alors est-ce qu'on est dans du buy de dip ou dans du short FOMO short, hein, ce qui voudrait dire qu'actuellement on peut s'attendre, en tout cas dans une perspective d'order flow pur, hein, de se dire si les gens commencent à shorter massivement ici, on peut s'attendre à un rebond. Comme on avait vu le premier arrêt, ce serait pas aberrant si jamais ils décident de rebondir, hein, donc 10 800 $ dans un premier temps. Mais voilà, le funding retourne un petit peu dans le positif, donc on peut se dire c'est 50-50, la liquidité s'accumule des deux côtés, et on le voit ici, on a des liquidations
vendeuses qui sont décroissantes. Donc si on veut continuer de liquider de l'acheteur, va falloir le faire plus bas. Et comme on l'a vu, ce serait pas aberrant de revenir se frotter, de venir se frotter au premier arrêt au 9200, donc avoir un mouvement qui s'accélère jusqu'au 9200, qui pourrait permettre justement de retrouver un petit peu des pics de liquidation acheteur si le marché est toujours à cette recherche de liquider de l'acheteur, aussi simple que ça. Ok, donc voilà, mais pour le moment sur du court terme, je le répète, je vois pas de signe de rebond sur ce marché. Et je le répète, la dynamique est baissière maintenant dans ce mouvement tendanciel. Donc attention, si vous décidez d'acheter ce marché, vous êtes contre la dynamique ici en daily. Donc attention, on est dans le type de marché qui peut se comporter comme un couteau, comme on l'a connu précédemment ici, ok. Donc attention, si tout le monde se dit ok c'est le moment d'acheter, faut acheter, bah, les gros ont besoin de la liquidité des petits, donc tout simplement si les petits achètent ici, les gros vont probablement accélérer le prix. Je vais vous expliquer ça très facilement. Admettons qu'ici beaucoup de gens mettent du levier, je sais pas ici, beaucoup de gens mettent du levier ici et ici par exemple, dans ces zones, s'il y a beaucoup de levier qui est exécuté ici, il y a de la liquidité qui se crée plus bas. Pourquoi? Parce que tous ces gens qui achètent ici avec du levier créent des liquidations potentielles. C'est-à-dire que le marché peut décider d'aller chercher les zones de prix où ces acheteurs ne peuvent plus couvrir leur position vu qu'ils sont en levier. Donc ça on appellera le margin call. Donc le margin call c'est quand vous n'avez plus assez de fonds pour couvrir votre position avec levier. Donc ça c'est la première liquidation possible. La deuxième, si vous n'avez pas activé le cross, c'est de se dire ok par exemple je suis en levier x10, si le marché perd 9,5-10%, je suis automatiquement liquidé. Donc si tout le monde se met à acheter ici avec du levier, que va faire le marché? Le marché il va voir, les market makers vont voir que beaucoup de liquidité se crée plus bas grâce aux liquidations de ces gens qui achètent. Donc très probablement que le marché ira pousser dans ces zones de liquidité, donc les liquidations de ces acheteurs. Que vont faire les gros? Tout simplement, les gros ont besoin de liquidité. Si les gros savent qu'il y a beaucoup de liquidité, par exemple dans la zone de rechargement, que vont-ils faire? Ils vont aller liquider les petits, tout simplement les retail, pour récupérer la liquidité dans ces zones de rechargement, parce que je le répète, les gros se servent de la liquidité des petits pour être exécutés. C'est aussi simple que ça. Ok, donc personnellement, la psychologie que je ressens, un petit peu le sentiment que je ressens, les gens ont un petit peu été traumatisés sur ce mouvement de se dire putain quand est-ce que ça va descendre, ça descend enfin, et là les gens sont un petit peu en mode ça y est faut acheter, mais faites très attention, la dynamique est baissière pour le moment. Maintenant on est dans un marché qui est contrôlé par les vendeurs, et si les vendeurs veulent pousser ce prix plus bas, si tout le monde achète une dynamique qui est baissière, les gros vont se faire un plaisir de pousser ce marché encore de plus en plus bas jusqu'à ce que les petits porteurs ne puissent plus couvrir leur position et qu'ils soient margin call. Ok, c'est un petit peu ce qui s'est créé sur ce rallye, je suppose. Beaucoup de gens qui ont shorté jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus couvrir leur position, se fassent margin call, on dégage tous les vendeurs et ici le top est posé. On peut faire exactement la même chose qu'on a fait ici sur ce mouvement. Tant qu'il y aura des acheteurs, tant qu'il y aura de la liquidité à aller chercher, le marché peut être très têtu, peut être très chiant à aller chercher cette liquidité. Donc faites très attention, bien entendu. Si vous faites du dollar cost average, bien entendu c'est sans levier. Vous achetez en spot, vous mettez en ledger si vous voulez garder sur le long terme, ou je ne sais pas, n'importe quelle clé qui vous permet de stocker du bitcoin. Mais s'il vous plaît ne mettez pas de levier, parce que si vous mettez du levier, le marché peut se faire un plaisir d'aller vous liquider, et au final les bitcoins que vous aurez achetés, vous aurez rien du tout en fait au final, aussi simple que ça, parce que vous serez liquidé. Et en plus de ça, si le marché pousse assez fort, vous serez margin call, c'est-à-dire que l'exchange sera en droit de tous vos saisir, et ça c'est dégueulasse pour vous, mais ça fait partie du trading, c'est comme ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Donc faites très attention. Dollar cost average, on achète sans levier avec l'argent qu'on a en fiat en spot, pas de souci, on a vu, premier arrêt ça peut se faire, zone de rechargement idéalement pour vous construire une assez bonne moyenne, mais rien ne nous dit que le marché ne peut pas aller plus bas ensuite. Tant qu'on sera dans cette dynamique baissière, il sera très peu probable de voir un bitcoin se retourner. Ok, donc faites très attention, vraiment, je tiens vraiment à mettre l'accent sur ça. Il faut faire très attention, parce que quand la dynamique est baissière, ça peut aller très vite et très fort, et c'est un petit peu ce qu'on a connu ici. Et pour ceux qui s'en rappellent, sur le Discord, je vous expliquais un petit peu qu'on avait vraiment un open interest qui était très haut, un marché qui était très leveragé, et qu'on pouvait s'attendre à un énorme mouvement brutal, un mouvement très brusque, un énorme couteau potentiellement, et c'est un petit peu ce qu'on a eu parce que le marché s'est trop leveragé. Donc admettons qu'actuellement on est dans un sentiment buy the dip, que les gens ne sont pas en train de short mais sont en train de se dire ça y est c'est l'opportunité, maintenant il faut acheter du bitcoin.
Et ben si on continue de voir des gens qui sont en train d'acheter un couteau avec un open interest qui explose, la liquidité peut continuer de s'accumuler plus bas et le marché va se faire un plaisir d'aller chercher cette liquidité, ok, jusqu'à ce que des gros viennent et disent non, nous on pose un bottom, maintenant ça ira pas plus bas. Et comment on reconnaît que des gros posent un bottom? Très généralement, il y a le beau W qui se dessine. C'est quoi la psychologie derrière le W? Bah, c'est simple, c'est des gros qui viennent poser un bottom et tout ce qui revient proche de leur prix, c'est défendu, ils rachètent jusqu'à pousser le prix et inverser la dynamique. C'est ce qui s'est passé ici en fait, tout simplement. Ici, des gros ont posé un top, ils ont dit non, Bitcoin n'ira pas plus haut. Tout ce qui est revenu proche de leur prix de vente, ils ont vendu jusqu'à repousser le prix et créer cette structure qui maintenant nous indique on passe dans une dynamique baissière. Donc, l'espoir des bulls actuellement, si je peux parler d'espoir pour les bulls, dans ce mouvement tendanciel, c'est le premier arrêt. Si elle cède, faites très attention, hein, parce que je le répète, on a un momentum, donc une dynamique interne qui est dans les mains des bears, ils nous le montrent. Premier M sur le momentum divergent, ils sont en train de poursuivre cette dynamique interne baissière, on le voit, ils vont chercher des creux de plus en plus bas. Les vendeurs nous montrent qu'ils ont bien la dynamique interne, ils ont bien la dynamique, donc faites très attention si vous essayez d'acheter ce marché encore plus avec du levier. Je le répète encore une dernière fois, dollar cost average, si vous dites moi 9004, 9002 c'est un bon prix pour du Bitcoin pour du long terme, il n'y a pas de souci, mais pas de levier s'il vous plaît. On achète, on met en wallet et on garde jusqu'à ce qu'on décide de vendre dans 5-10 ans. Je ne sais pas quels sont vos objectifs, ça c'est encore à vous de vous les poser. Encore une fois, je le répète, gestion du risque, donc purement on se pose des questions de risk management. Donc est-ce que le risk reward est intéressant? Est-ce que je suis prêt à risquer tant pour gagner tant? Ok. Donc voilà, je pense que pour le Bitcoin, j'ai fait un petit peu le tour. Du côté des spreads, les spreads ne dessinent rien d'intéressant pour le moment. On vend en backwardation, c'est pas bon signe pour les bulls. Encore une fois, quand on est en backwardation, on est dans un environnement qui est pour les vendeurs, pour les bears. Ok, on a un prix futur qui est inférieur au prix spot, donc ce qui crée un spread négatif. Donc on est en backwardation. Donc ici, on a une offre qui est supérieure à la demande, ok, on a une offre qui est bien supérieure à cette demande, alors que sous Contango, on a bien une demande qui est supérieure à l'offre, alors que là c'est le contraire, une offre supérieure à la demande. Et dans un marché dans lequel l'offre est supérieure à la demande, c'est un marché qui est amené à baisser, c'est aussi simple que ça. Donc sur les spreads, si on continue de voir des M comme ceci, on se dira ok, l'offre continue bien de surperformer la demande, donc on a tout pour initier un mouvement baissier. C'est ce qu'on voit sur Bitcoin, c'est ce qu'on voit sur Ethereum, c'est ce qu'on voit sur Litecoin. Donc du côté des spreads, pour le moment, il n'y a rien qui nous indique que la demande regagne ce marché. Donc faites très attention. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé vendredi. Bon, vendredi, ça a décroché. Même jeudi, il me semble. Je vais regarder ça avec vous. C'était le 1er septembre, il me semble que c'était jeudi si je dis pas de conneries. Mais ça a décroché du côté du S&P, ça a décroché aussi un petit peu du gold, un petit peu, pas énormément. Mais le gold, on est toujours un petit peu dans cette petite dynamique baissière, donc un marché qui respire, tant qu'on ne reverra pas de W. Potentiellement on se dira pas ok, on est prêt à repartir sur le gold. Est-ce que Bitcoin est corrélé au gold ou au S&P? Bon, j'ai envie de dire tous les secteurs, hein, que ce soit asset à risque ou risk off, se prennent une claque. Donc Bitcoin a même été un petit peu le précurseur en côté asset à risque. Si jamais Bitcoin se comporte bien comme un asset à risque, quand Bitcoin a créé un petit peu son M, le S&P a dégueulé. Ensuite, est-ce que Bitcoin était précurseur? J'en sais strictement rien, mais on voit que c'est pas joli pour le moment, que ce soit sur S&P ou Bitcoin ou sur gold, etc. Donc on peut s'attendre à un petit peu plus de retracement, par exemple, que ce soit sur BTC, Gold ou même S&P. Est-ce qu'on peut parler de sommet de marché définitif sur S&P? Pour moi, non. Le S&P nous a prouvé qu'il est toujours bien dans un mouvement tendanciel qui est bullish. L'objectif des bulls sera d'aller chercher de plus en plus de nouveaux sommets, hein. Mais par contre, par exemple, un retour premier arrêt, hein, ça serait pas aberrant. Donc un S&P qui retourne sur les 3000 points, par exemple 3000, 3100 points, ça serait pas aberrant de revenir tester ce premier arrêt pour repartir probablement ensuite, ok. Mais si S&P continue de dégueuler et que tous les autres secteurs dégueulent, bah Bitcoin pourrait dégueuler, c'est aussi simple que ça. Ok, je pense que j'ai fini un petit peu pour ce qui était Bitcoin, S&P, etc. On va parler un petit peu des options. Alors au niveau des options, on avait identifié de gros intérêts sur des achats de puts sur le niveau des 11K. Donc beaucoup ont intérêt à ce que Bitcoin, pour cette expiration du 25 septembre, soit égal, idéalement inférieur à 11 000 $. Ok, donc je vais essayer de mettre ça en rouge. Donc voilà, donc maintenant on voit un petit peu que ces gens qui ont acheté des puts sur le niveau des 11 000 $,
probablement de gros portefeuilles vont défendre ce niveau des 11 000, vont tout faire pour que Bitcoin soit inférieur aux 11 000 $ sur cette expiration du 25 septembre. Et on a identifié un deuxième niveau, donc ça je l'ai fait en amont, hein. Mais on a aussi un gros niveau d'intérêt sur les 9 000 $. Donc par contre, beaucoup voudraient voir un Bitcoin égal ou inférieur à 9 000 $ pour cette expiration du 25 septembre. Donc voilà, c'est un petit peu les niveaux qu'on surveillera. 11 000 c'est fait, maintenant on est dessous. On va surveiller un petit peu 9 000, hein. Beaucoup ont de l'intérêt à ce que Bitcoin soit inférieur à 9 000 $ pour l'expiration du 25 septembre. Et pour ceux qui ont acheté des calls, hein, par exemple des calls à 12 000 $ ou même 14 000 $, actuellement ils sont rects parce que le prix est bien inférieur à 12 000, alors que eux ils veulent voir un prix supérieur à 12 000, ok. Donc voilà, donc côté option, prochain niveau à surveiller, ça serait les 9 000 $, ok. Je voulais vous parler de quelque chose qui m'est revenu, mais je n'arrive plus à savoir ce que c'est, donc si jamais ça me revient, je vous en parlerai peut-être dans le Discord, ou si ça me revient pendant le brief, j'essaierai de vous en parler, mais pour le moment ça me revient pas, donc je pense qu'on va aller sur les altcoins. Voilà, on va finir ça avec ce brief, pardon, sur les altcoins. Donc Ethereum, on le voit, Ethereum vient chercher le premier arrêt. Ethereum, à contrario de Bitcoin, pour moi, elle n'est pas dans une dynamique baissière, hein, parce qu'ici on est sur un V-top, donc ce V-top sera très probablement amené à être retesté. Par contre, si ce premier arrêt cède, on pourrait totalement s'attendre à un retour dans la zone de rechargement. Et là, je m'adresse aux investisseurs qui utilisent la méthode de dollar cost average. Vous devez très probablement, je vous dis pas ce que vous devez faire, hein, mais moi en tout cas, si je faisais du dollar cost average, j'essaierai de le faire dans cette zone de rechargement. Qui plus est, on voit des creux dans la value au niveau de ces niveaux, jusqu'ici 140 $. Donc je serais même pas étonné qu'Ethereum puisse aller chercher les 140 $ par exemple. Mais en tout cas, pour du dollar cost average, hein, vous avez une excellente raison de localisation ici. Je le répète, surtout depuis ce gros W monthly. On avait identifié un petit peu une pattern qui semble se répéter. Donc là, sur l'Ethereum Grayscale, hein, on avait vu aussi. Là je vais repasser en weekly, mais on avait vu le gros W weekly et ensuite le marché dégueule et va chercher la zone de rechargement. Donc ça c'est le Ethereum, si je puis dire, des institutionnels, hein, pour simplifier au maximum pour pas vous perdre. Mais est-ce que Ethereum serait pas en train de faire la même chose, le W, et ensuite on dégueule en zone de rechargement tout simplement pour secouer tous ceux qui ont acheté ce W? Et dans ce cas-là, on serait plus dans une optique de shark setup. Rappelez-vous, la structure se dessine, on trace notre fibre en bottom top, on localise la zone de rechargement et on se dit ok, on achète la zone de rechargement. Aussi simple que ça. Donc voilà, donc encore une fois, pour ceux qui ont du dollar cost average, la zone de rechargement est votre ami, ok. Ah oui, c'est ça que je voulais vous parler, je vais le faire sur Ethereum d'ailleurs, la règle de Gann. Donc la règle de Gann qui nous indique qu'un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Donc par exemple, hein, si notre top a bien été trouvé ici, le marché pourrait être amené à retracer de moitié en moitié moins de temps. Donc ici venir chercher les 288 $ en moitié moins de temps. Donc on va calculer ça ensemble, hein. Donc Monsieur Gann serait content si Ethereum pouvait venir chercher les 288 $ avant le 26 novembre 2020. Et je vais checker ça sur Bitcoin avec vous. Hop, on va checker ça ensemble aussi. On va regarder un petit peu la règle de Gann. Donc Bitcoin pourrait revenir, enfin en tout cas Monsieur Gann serait content si Bitcoin venait chercher les 8100 $, donc effectuer un retracement de moitié. Avant, on va checker un petit peu ça, hein, le retracement de moitié. Ce serait pareil qu'Ethereum, grosso modo, voilà, le 4 novembre. Donc, hein, ce serait pas aberrant de voir le marché retracer de moitié en moitié moins de temps, donc de retrouver un Bitcoin à 8100 $ avant novembre 2020. Par exemple. Donc voilà, ça c'était pour la règle de Gann et je voulais vous parler de ça un petit peu avant et j'avais un petit peu oublié. Enfin bref, donc pour Ethereum, la dynamique n'est pas réellement inquiétante, tant qu'on ne verra pas du M, ça peut totalement changer. Par contre, la dynamique interne est très inquiétante. On avait identifié cette première div, on a une nouvelle div qui s'est dessinée ici. Donc on est dans une dynamique interne qui est dans les mains des bears pour le moment. Donc très attention sur Ethereum, hein. Et si ce premier reset, faudrait pas être étonné de voir un Ethereum dégueuler encore plus jusqu'à potentiellement venir chercher sa zone de rechargement. Et je le répète sans cesse, on n'achète pas un marché qui est vertical, on trace tranquillement sa zone de rechargement en tant qu'investisseur et on essaye d'acheter dans cette zone de rechargement. Alors XRP, on avait identifié cette battle zone, les bears ont l'air de gagner, hein, cette battle zone, donc je vais la supprimer. Maintenant ce qui nous intéresse c'est un petit peu le premier arrêt est en train d'être travaillé. S'il cède, vous connaissez, on ira probablement chercher la zone de rechargement entre les 19 centimes de dollars et les 16 centimes
$2. Pour ceux qui souhaitent faire du dollar cost average, c'est possible d'en faire pour vous dans cette zone de rechargement. Surtout que XRP a réussi à instaurer un petit W weekly ici. Donc ça nous montre quand même qu'il y a une volonté d'essayer de poser un bottom ici. Ça ne veut pas dire que c'est le bottom définitif. Bien entendu, si on passe sous les 11 centimes, c'est très moche pour XRP. Et il faudra s'attendre à un marché qui peut aller dégueuler encore plus bas jusqu'à ce qu'il décide de se retourner officiellement, entre guillemets. Ok, mais si vous faites du dollar cost average, la zone de rechargement pour vous peut être une excellente entrée. Et si on regarde sur le très très long terme, voilà, on est sous des zones de rechargement, on est dans un marché qui est assez horizontal. Si vous achetez par exemple, je sais pas, 10, 15 centimes de dollars, il est très très probable que dans 5, 10, 15 ans, vous puissiez faire du profit. Je vous dis pas qu'XRP sera à 10 $, mais non, si XRP par exemple revient dans 3 à 5 ans juste chercher son premier arrêt, qui est actuellement 1,33 $, vous ferez du profit. Ok, c'est aussi simple que ça. Et encore une fois, c'est de vous dire, est-ce que je suis prêt à risquer tant pour gagner tant? Donc par exemple, celui qui achète la zone de rechargement pour l'investissement, je le répète, quand on fait de l'investissement, il n'y a pas de stop, ça va à zéro, ça va à zéro. Donc ici, je simule un stop à zéro pour calculer le risque reward. Par exemple, si on achète ici, qu'on se dit moi je revends pas XRP tant que ça vient pas chercher par exemple, je sais pas, 2 $, vous avez un risque reward de 10,39. Donc vous êtes prêt à risquer 1, vous êtes prêt à perdre 1 pour gagner 10,39. Par exemple, si vous mettez, je sais pas moi, 1 €, vous risquez 1 € pour gagner 10,39 €. Aussi simple que ça. Donc voilà. Donc est-ce que pour vous c'est intéressant de pouvoir risquer 1 pour gagner tant? Par contre, celui qui se dit moi je revends pas tant que ce truc vient pas chercher par exemple, je sais pas, 4 $, ben on voit que le risque reward change. Et encore une fois, c'est très important dans un investissement de se dire est-ce que je suis à l'aise de risquer tant pour potentiellement gagner tant? Parce que oui, je dis potentiellement parce qu'on ne sait pas si le marché va aller chercher les objectifs que vous vous êtes fixés. Ok. En tout cas, si vous agissez comme des professionnels, idéalement vous essayez d'acheter des W weekly, voire d'essayer d'acheter les retours en zone de rechargement, voire même acheter du W monthly. Par exemple, ici sur XRP, il n'y a pas de W. Ah si, ok, très très léger. Certains pourraient se dire, ok, je veux voir quelque chose de plus propre. Par exemple, comme ceci. Ça peut totalement se faire, ça dépend totalement de vos profils. Donc voilà, je peux pas vous aider là-dessus hein, et je fais pas de conseil en investissement. Je pourrais pas vous dire, oui, XRP, il faut acheter ce prix-là parce que ensuite ça ira pas plus bas. Non, j'en sais strictement rien moi-même. Je ne sais pas si le marché ne peut pas aller plus bas. De ce que je vois, j'ai une dynamique qui tente de se retourner, mais j'ai un marché qui est toujours dans une tendance baissière. Donc dynamique et tendance, c'est pas la même chose. La dynamique, c'est comment le marché est structuré, et la tendance, c'est que fait le marché. Parce qu'on voit actuellement, on a un marché qui fait des creux et des sommets de plus en plus bas, hein, donc on pourrait totalement s'attendre à venir chercher un creux plus bas, ok, donc sous les 11 centimes de dollars. Mais de ce qu'on voit dans cette tendance est en train de commencer à s'affaiblir. Au bout de pas mal de temps quand même, hein, au bout de 2 ans, et elle peut continuer de s'affaiblir très longtemps avant de poser un bottom. Donc voilà. Donc par exemple, ce W weekly ne pourrait pas être le bottom définitif, on pourrait en attendre un plus bas, ok, pour essayer ensuite de retrouver une tendance qui est haussière. Donc maintenant, creux et sommet ascendant, ok. Ça met du temps, hein, je le répète, je le disais dans le premier brief, c'est vrai que je le dis plus maintenant, mais un marché met énormément de temps généralement avant de poser un bottom, voire de reprendre une nouvelle tendance haussière. Ça met du temps, ça se construit pas en un jour, surtout quand la tendance précédente est baissière depuis plus de 2 ans maintenant. Donc décembre 2017, hein, ouais, depuis plus de 2 ans, donc ça va pas s'inverser en 30 jours, ok. Faut être patient. Mais quand la tendance s'inverse, si le marché reprend beaucoup de sa force, vous pouvez être récompensé. Alors Litecoin, on avait vu un petit peu épaule tête épaule, comme sur Bitcoin, le M prendre forme, la dynamique très inquiétante. Donc on a un Bitcoin bis, par contre LTC est en train de complètement casser son premier arrêt. Donc là on va très probablement se diriger dans la zone de rechargement. Et est-ce que le marché va réussir à bottom ici? J'en sais rien. On me demandait, oui, c'est quoi la différence entre zone de rechargement et W? La zone de rechargement, c'est la localisation. Le W, c'est la structure. Donc la structure de marché vous permet de savoir si un marché tente de se retourner ou non. Ici, ce M nous a bien montré qu'LTC a bien posé un top ici. Donc la dynamique s'inverse. On était dans une dynamique haussière. Ici, on dessinait de beaux W. Ici, par exemple, ok. Maintenant, c'est le contraire. On n'est plus dans une dynamique haussière. On est dans une dynamique baissière. Et la dynamique restera baissière tant qu'on ne reverra pas de W très probablement, qui nous montre que la dynamique s'inverse. Donc, pour les plus novices, la zone de rechargement peut totalement vous servir de dollar cost average. Pour les plus avancés, on peut se dire ok, on veut attendre du W se dessiner, par exemple comme ceci, pour se dire la dynamique
rechange de camp et moi je vais être dans le sens du vent parce que oui vous pouvez acheter la zone de rechargement mais le marché peut aller plus bas ensuite. Ouais, on peut totalement casser ce bottom des 24 dollars par exemple, ok? Donc voilà, c'est pour ça que je parle de structure et que je parle de zone de rechargement et que je parle aussi de la dynamique interne, hein. Donc ceux qui veulent aussi une dynamique interne encourageante. Pour le moment, on est clairement sur une dynamique interne qui est contrôlée par les bears, on le voit, des M comme ceci, et un momentum qui va chercher de plus en plus bas. Donc là, on a bien une dynamique interne qui est bear, qui est contrôlée par les vendeurs. Donc pour le moment, sur LTC, les vendeurs ont la main. Et s'ils veulent pousser ce marché encore plus bas, je sais pas moi, 15 dollars, 20 dollars, ils le feront. Faut pas se dire que le marché ne peut pas faire telle ou telle chose. Si vous êtes prêt à avoir un LTC, je sais pas, à 10 000 dollars, vous êtes prêt à avoir un LTC à 1 dollar par exemple. Faut être prêt à tout. Le marché donnera l'issue du résultat final. Ok, je la connais pas, vous ne la connaissez pas. Le marché la donnera dans le futur, mais ce qui est important, c'est de s'imposer des conditions avec lesquelles on est à l'aise pour se dire ok, moi quand le marché fait ça, ça, ça et ça, j'achète. Quand il fait ça, ça, ça et ça, je vends. Ou de se dire il fait ça et ça, j'achète avec un risque reward par exemple, je sais pas, de 3 pour 1 et de se dire ok, quand on vient chercher ma target, maintenant c'est vendu, si on va chercher ce niveau, mon stop est pris et le trade est perdu. Ok, il faut vraiment se forcer à s'imposer ça parce que si vous ne le faites pas, le marché se fera un plaisir de vous piéger, c'est aussi simple que ça. Ok, et on va terminer avec Link, hein. Donc désolé, ce brief est un petit peu plus long que d'habitude, mais bon, je rattrape la journée de vendredi. Donc Link, zone de combat, on l'a vu, on est en train d'essayer de résoudre ça à la baisse, hein. C'est pas joli quand on voit du M-Weekly se dessiner, bien entendu c'est pas joli si on est en train d'instaurer un bon top. Maintenant, on va checker un petit peu le premier arrêt. Le premier arrêt ici est en train de céder. C'est pas du tout bon signe pour Link. On est en train de punir ceux qui sont rentrés sur ce mouvement vertical. On vient chercher quasiment quoi, la zone de rechargement. Est-ce que j'ai un signe de bottom ici pour le moment? Non, ok, pour moi il n'y a pas de signe de bottom ici, donc faites très très attention. Pour ceux qui souhaitent investir dans Link, la zone de rechargement est votre avis. On avait identifié ce creux dans la value juste ici, donc le marché peut totalement revenir faire du business dans cette zone, il peut totalement revenir faire du business aussi ici. Je sais que ça peut paraître super bas, mais 2,30 $, 3,40 $, le marché peut revenir faire du business dans ces zones, hein. Donc la première zone intéressante entre guillemets, une localisation très intéressante, il y a plusieurs raisons de localisation, zone de rechargement, mais il y a aussi notre creux dans la value ici qui s'étend jusqu'au 5,20 $. Donc faudrait pas être étonné de voir un Link, hein, qui peut aller chercher 5,20 $ par exemple, hein, et nettoyer un petit peu, punir un petit peu ceux qui sont rentrés sur ce mouvement vertical. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que Link n'ira plus jamais chercher au-dessus des 20,25 $? Bien entendu non, mais si on a besoin de nettoyer, de purger un petit peu ce mouvement parce qu'il était trop vertical, parce que trop de gens sont rentrés et que les gros ont besoin, les gros ont pris profit et qu'ils veulent racheter et qu'ils ont besoin de la liquidité des petits tout simplement pour poursuivre une accumulation long terme. Si jamais Link est amené à chercher, je ne sais pas, il me semble que Link actuellement c'est 3,5 milliards de market cap. Est-ce que ce truc peut aller chercher 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards ou même 30 milliards faire x10, oui, totalement, c'est totalement possible. Je vais pas vous dire que c'est impossible, tout comme je peux pas vous dire que c'est impossible que ce truc ne puisse pas revenir à 1 $. On est bien d'accord là-dessus. Mais le truc ne peut pas aller en ligne droite, on peut pas faire gagner tout le monde, hein. Faut dégager ceux qui sont rentrés au top, quand ils ont acheté, quand c'était vertical, pour que les gros puissent réaccumuler. Et les gros réaccumulent où? Généralement dans les zones de rechargement. Eux, ils se créent une moyenne basse comme ça. On pump, zone de rechargement, les gros réaccumulent. Toujours zone de rechargement, les gros réaccumulent, pump, ici zone de rechargement, les petits paniquent, les gros rachètent, ici gros mouvement, tout le monde achète le mouvement vertical, les gros prennent profit, le marché dégueule, tout le monde vend ici, et les gros rachètent tout, zone de rechargement, et vous voyez, eux, ils se créent une moyenne qui est assez basse, comme ceci. Si jamais ce truc va chercher beaucoup plus haut, ils auront une moyenne d'accumulation qui est ici et vendront sur les petits qui achèteront vraiment le gros mouvement vertical, la bulle Link si je peux appeler ça comme ça, eux avec une moyenne d'achat je sais pas moi à 3-4 $, et ils vendront sur les petits à 60-100 $. Les petits qui achèteront ici, eux ils pourront distribuer tranquillement parce qu'ils auront justement une moyenne d'achat ici, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne, ok ? Donc voilà, si vous êtes investisseur, vous privilégiez encore une fois la zone de rechargement. Pour les plus avancés, je le répète, on peut attendre que la dynamique redevienne haussière parce que maintenant la dynamique est baissière, On voit bien des M se dessiner, on voit bien le premier arrêt qui est pété, donc on n'est plus dans un mouvement tendanciel, on est dans un ranging market. Donc au mieux on s'attendra à de la consolidation, au pire un marché qui continue de dégueuler encore, mais très très peu probable de retrouver un nouveau sommet sur Link dans les prochains jours, voire même
prochaines semaines. Vu qu'on a cassé ce premier arrêt, on n'est plus dans un mouvement tendanciel, donc l'objectif des bulls, c'est plus d'aller faire de nouveaux sommets. Ok, et pour les plus avancés, je le répète, on peut s'attendre à voir du WS dessiné, comme ici par exemple. On dégueule, le WS dessine, on reprend bien une dynamique haussière. En tout cas, le marché donne bien le go aux bulls et ensuite on reprend. Et on continue de dessiner des W dans des W jusqu'à retrouver une phase verticale, là où malheureusement les moins disciplinés FOMO et se font punir. Ceux qui ont acheté ce mouvement vertical sont déjà à moins 50, actuellement moins 35%. Ça fait mal, c'est pour ça que je vous recommande toujours de tracer vos zones de rechargement et d'être patient. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là ici pour aujourd'hui. Si ce vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, vous savez, ça récompense pour le travail qui est fourni. Je vous remercie une nouvelle fois pour les 15 000 abonnés. Je le répète, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouvera donc demain pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.